Allez, c'est parti aujourd'hui, je vous partage les secrets des pros du mastering. Alors, je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous partager les quelques observations que j'ai faites dans ma jeune carrière. Des observations que j'ai faites en tant qu'ingé mastering, en tant qu'ancien assistant dans un grand studio de mastering, en tant que créateur de contenu où j'ai fait plein de studio tours, j'ai rencontré plein d'ingé mastering et aussi en tant que commercial puisque je vends pas mal de matos avec ma boutique coolkidsaudio.com à des ingé mastering. Donc voilà, au fur et à mesure des années, j'ai acquis un peu d'expérience, un peu de retour en tout cas et de discussions privées et publiques avec des ingés et je voulais vous partager les pratiques qu'on ne connaît pas chez les ingé mastering. Alors, petit disclaimer sur cette vidéo, le but c'est pas de dévoiler non plus les grands secrets qui vont ébranler des carrières, mais c'est vous partager les quelques remarques que j'ai observées de mon point de vue. Ce sont des observations personnelles, ce ne sont pas des généralités, ce sont plutôt des observations que j'ai faites et qui vont un peu à contre-courant du discours commun sur le mastering. Ne prenez donc pas ça au pied de la lettre, ce que je dis, c'est juste mon expérience personnelle, ce que moi j'ai vu, et qui, j'espère, sera hyper intéressant pour vous si vous n'avez pas eu le plaisir de travailler dans un grand studio de mastering ou de discuter avec des ingé mastering. Le premier point, le premier secret des ingé mastering, c'est que beaucoup d'ingé mastering ne regardent pas du tout les LUFS. Alors, les LUFS, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les unités de Sony, Loudness Units en anglais, qui sont utilisées notamment par les plateformes de streaming pour normaliser le volume. Vous le savez peut-être, les plateformes de streaming comme Spotify ont des cibles pour normaliser le volume, pour que tous les morceaux soient joués plus ou moins à volume ressenti équivalent. Ça, c'est pour améliorer le confort du client, en fait. Et ça a mis un petit peu fin, en tout cas en théorie, ça aurait dû mettre fin à la guerre du volume. Et globalement, c'est une très bonne unité en fait pour mesurer le volume ressenti, la loudness d'un morceau. Et pourtant, ce que j'observe, c'est que beaucoup d'ingé mastering n'utilisent pas du tout les LUFS, ne les regardent pas du tout. Moi, personnellement, j'utilise pas les LUFS, je les regarde quasiment jamais. Parfois, quand je fais un export sur Reaper, à la fin, il me le donne, donc je vais le regarder. Mais jamais je regarde ça en direct, c'est jamais pour moi un moyen de déterminer à quel volume je dois être. Moi, la technique que j'adore et qui au final est faite par beaucoup d'ingé mastering, c'est être sur un certain volume sur sa carte son, un certain volume donné, et ressentir la musique de la manière dont on veut. Ça, c'est le petit tips que Emily Mastering partage dans son studio tour. Sur sa carte son, quand elle est à tel volume, à tel chiffre, elle sait qu'elle doit ressentir physiquement la musique de telle manière. Ça, pour moi, c'est la méthode que j'ai le plus vue pour définir à quelle loudness, à quel Sony un morceau doit être. La deuxième méthode, d'ailleurs, pour définir la Sony, et c'est le deuxième point de la vidéo, le deuxième secret, c'est les vumètres. Pas mal d'ingé mastering utilisent encore les vieux vumètres analogiques, ces aiguilles qui bougent selon le courant électrique. A priori, c'est pas un très bon moyen de définir la Sony, en tout cas, ça ne se rapproche pas beaucoup du ressenti psychoacoustique du son, et pourtant plein d'ingé mastering continuent à utiliser ces bonnes vieilles aiguilles. Et la raison en fait, c'est que c'est un bon moyen de mesurer le niveau électrique et donc comment vont réagir les machines. Donc les vumètres, c'est un peu plus peut-être un moyen de savoir comment les machines vont réagir face à la musique plutôt que les humains, et pourtant plein d'ingé mastering continuent d'utiliser ces vumètres. J'en profite d'ailleurs pour faire le petit point sponsor de la vidéo, c'est que les vumètres sont désormais disponibles sur ma boutique coolkidsaudio.com, les vumètres Crookood qui sont un peu la référence en studio. Je vous mets d'ailleurs un petit code promo en description. Moi, je vais m'en prendre une paire, je vais tester, je vais voir si ça correspond à mon workflow ou pas. Mais en tout cas, sachez que plein d'ingé mastering continuent en 2024 d'utiliser les vumètres. D'ailleurs, je me rappelle de Mathieu Bamel qui me disait qu'il regardait beaucoup ses vumètres pour savoir à quel niveau il doit être. Il sait que si les aiguilles sont ici, il est peut-être un peu trop fort. Voilà, c'est une observation que j'ai faite chez plein d'ingé mastering et moi j'ai envie de donner ma chance aux vumètres, donc bientôt dans le rack, il y aura des jolis vumètres Crookood. Allez, on passe au troisième point, le true peak. Le true peak, c'est donc cette limite maximale d'un fichier, le moment le moment le plus fort du morceau est, c'est-à-dire le pic maximum du morceau, c'est ce qu'on appelle le true peak. Ça peut être un true peak d'ailleurs intersample, puisque entre deux samples, on peut créer un pic plus élevé. Alors pourquoi je parle du true peak ? Parce que,
En fait, l'AES a aussi des recommandations sur le Troupic. L'AES, la Société savante des ingé sons internationales, donne des recommandations pour les plateformes de streaming et pour les ingé mastering de comment mettre son limiteur final et de comment régler ce petit réglage du Troupic. La théorie, ce que veut l'AES et ce que recommande Spotify, c'est un Troupic entre -1 et -2 dB Troupic. Dans les faits, c'est pas du tout ça. La plupart des ingé mastering ne respectent pas du tout ça. Ils sont à 0, -0,1. Moi, ce que j'ai observé en tant qu'assistant, en tant qu'ingé mastering, en ayant discuté avec plein de gens, c'est que beaucoup d'ingés n'ont pas le Troupic à -1 dB. C'est plutôt une minorité. Moi, aujourd'hui, je suis un peu dans le questionnement du Troupic. Je le règle à -1. En tout cas, pour la plupart de mes masters, pour les masters dédiés au DJ, les masters de dance music, je le mets plutôt à 0 parce que la guerre du volume continue dans les clubs. Les CDJ n'ont pas d'outil de normalisation audio. Mais sur la plupart de mes masters, ceux qui sont envoyés au streaming en tout cas, je vais mettre le Troupic à -1 dB. Le problème de mettre le Troupic à 0 dB, c'est qu'on crée de la distorsion, notamment à ces moments d'intersample, de Troupic intersample qui vont bien dépasser les 0 dB, et notamment au moment du transcodage en MP3. C'est là en fait où le Troupic est hyper important. C'est que si vous avez un Troupic à 0 et que du coup vous avez plein de pics qui passent un peu au-dessus, là ça crée de la distorsion. C'est comme ça que les masters qui sont transcodés en AAC, en MP3, c'est-à-dire les formats utilisés par Spotify et toutes les autres plateformes de streaming, c'est là qu'on va avoir de la distorsion. Bon, moi je suis toujours dans le questionnement, est-ce que cette distorsion elle s'entend? Est-ce que c'est pas aussi un son sur lequel on a été habitué au fur et à mesure des années? Donc mon prochain projet c'est d'utiliser RX11 quand je vais upgrader. Je vais utiliser leur nouvelle fonction de visualisation d'écoute en direct des transcodages MP3, AAC, etc. pour prendre ma décision. Mais voilà, je suis toujours en train un peu de me poser la question. Je mets mon Troupic à -1 aujourd'hui, mais je sais que la plupart de mes collègues en mastering le mettent à 0. La vérité, voilà, c'est que la guerre du volume elle continue d'exister. Alors, est-ce que c'est rationnel ou pas d'essayer de gagner ce 1 dB? Je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que si vous allez dans un studio de mastering aujourd'hui, vous allez voir l'ingé mastering mettre le Troupic à -0,1 ou 0. Le quatrième secret des ingé mastering que je voulais vous partager, c'est le master for iTunes et vous dire que c'est un peu du bullshit. Alors, le master for iTunes, je ne sais pas exactement, à vrai dire, ce que c'est précisément. Je ne me suis pas plongé dans la documentation et les outils donnés par Apple, mais ce sont, je crois, des recommandations et des outils fournis par Apple pour faire un master optimal dans le format que Apple propose, qui est le AAC 250 kilobits seconde, je crois. La vérité, c'est que moi, je ne me suis pas documenté tant que ça sur le master for iTunes, mais la vérité, c'est que la plupart des ingé mastering qui se disent certifiés MFIT n'ont pas fait plus de recherches que moi. Je connais plein d'ingé mastering qui se disent mastered for iTunes et qui en vérité ne se sont jamais plongés dans la doc. Donc voilà, le mastered for iTunes, c'est ce petit certificat qui, dans les faits, moi ce que j'ai observé, souvent est un petit peu pour frimer ou pour rassurer les clients plutôt, devrais-je dire. C'est un petit secret, pas très grave, parce qu'en vrai, je pense pas que ce soit si important. Dites-moi en commentaire si vous êtes plongé dans la doc Mastered for iTunes. Dites-moi ce que c'est. Dites-moi si je me trompe en disant que ce n'est pas si important que ça. Peut-être que vous allez ouvrir des débats super intéressants sur le sujet. Le cinquième et dernier secret des ingé mastering que je voulais vous partager, c'est sur le in the box. Je voulais vous dire que plein d'ingé mastering rêvent de passer full in the box. Par in the box, j'entends travailler en numérique qu'avec des plugins, ne plus avoir de hardware analogique. Je voulais vous partager ce point parce que j'ai eu pas mal de discussions hyper intéressantes avec des ingé mastering hyper réputés qui avaient des chaînes analogiques qui vous feraient baver, croyez-moi. Tout le matériel dont vous pouvez rêver, ils l'avaient. Et ces ingé mastering, il y en a pas mal qui m'ont partagé leur rêve de passer full in the box. Déjà, pas mal de ces ingés qui travaillent avec des superbes chaînes analogiques font une bonne quantité de master que dans la boîte, que dans l'ordi. Et la nuit, ils rêvent pas d'un nouveau Pultec ou d'un nouveau Soundtech vintage. Ils rêvent plutôt de passer que en plug. En fait, le problème de l'analogique, c'est que c'est la galère, quoi. Niveau thune, niveau temps, c'est que des galères. Les recalls, ça prend des plombes. C'est aussi une charge mentale énorme. Il faut l'entretenir. Il faut se questionner sur est-ce qu'elle est bien calibrée, ma machine, etc. Bref, c'est plein de soucis comme ça
qui font que quand on travaille tous les jours en ingé mastering et qu'on tient quand même à avoir une qualité de vie à côté et tout simplement avoir une vie, et ben l'analogique, ça peut éventuellement empêcher ça. Donc il y a plein d'ingé mastering qui ont eu tout le matos analogique dont ils ont rêvé et qui sont passés in the box, et il y en a plein que vous connaissez sûrement et qui utilisent du super matériel analogique qui en fait ont pour projet à terme de passer full in the box. Quand je dis plein, c'est pas la plupart à qui j'ai parlé, mais c'est une poignée, quelques ingés. Voilà, donc je voulais vous partager ce fait. Peut-être d'ailleurs que ça peut vous rassurer sur le fait de travailler in the box. On peut faire des super masters in the box. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne devrait pas juger un ingé mastering sur son matériel. On ne devrait pas booker un ingé mastering en se disant il n'a pas assez de matos ou il en a beaucoup, etc. Puisqu'au final, ce sont les oreilles qui vont faire tout le boulot. Voilà pour ce petit aparté sur ce débat sempiternel analogique versus digital. Mais voilà, je voulais mettre mon petit grain de sel pour un peu se relaxer sur le sujet et rappeler que voilà, ça peut faire rêver l'analogique, mais il peut arriver à un moment donné où ça fait un petit peu moins rêver. Voilà donc pour ces secrets des ingés mastering. Voilà, je ne vous ai pas non plus lâché les dossiers énormes en citant des noms, etc. Mais c'est des petites remarques, des petites observations que j'ai fait qui permettent d'avoir un regard un peu nouveau sur le mastering et qui permettent d'en savoir plus sur cet art assez obscur dont on sait assez peu de choses, même aujourd'hui avec Internet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez aussi remarqué ces observations. Et donc, si vous voulez faire appel à mes services en mastering, ça se passe sur boringvicmastering.com. Et pour tous vos besoins en matériel audio, studio et hi-fi, c'est sur coolkidsaudio.com qu'il faut aller. Merci à vous et je vous dis à très vite.